Petite chose, il faut savoir que le handicap invisible, ça représente 80% de tous les handicaps. C'est plus de 10 millions de personnes en France. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va? Très bien, et toi? Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Alors, hyper important et pour lequel je trouve qu'on n'est pas forcément super sensibilisé parce qu'il y a encore beaucoup de non-dits. Et donc, pour parler de ce sujet qui est le handicap invisible, on reçoit Céline, qui est référente handicap pour le CFA Format Flow, cher à notre cœur. Et on reçoit Nadia, qui a un handicap invisible, mais c'est toi qui vas nous le dire. Et Nadia, j'ai suivi Nadia pendant 2 ans sur son alternance en BTS. Et effectivement, je crois que chacun d'entre nous, en particulier Céline, a un rôle super important sur ce sujet. Donc, voir comment on peut accompagner au mieux ces apprenants en situation de handicap invisible. On y va ? Oui, ce serait bien que vous vous présentiez à tour de rôle. Céline, si tu peux commencer, parce qu'on a moins l'habitude de t'entendre sur notre podcast. C'est clair. Donc, je suis Céline Lunas. Je suis responsable de formation et responsable handicap chez Format Flow. Donc, j'accompagne des personnes qui sont porteurs de handicap, un ou plusieurs. Et la notion de handicap, pour moi, elle n'est pas uniquement handicap lourd, c'est-à-dire ce qu'on voit vraiment. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont porteuses d'handicap invisible. Alors bonjour, je m'appelle Morea Nadia, je suis en titre pro community manager à Format Flow avec Mélissa. Et comme Sandrine l'a dit, je suis porteuse d'handicap invisible. J'en ai pas qu'un seul, j'en ai 3 en tout cas les invisibles. Et je viens donc en parler aujourd'hui. Et Nadia, merci 1000 fois parce que c'est ta voix et ce que tu vas dire va peut-être permettre à des personnes d'aller voir notre référente handicap pour essayer d'avancer avec le moins de souffrance possible. J'espère. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que justement Nadia va parler ouvertement de ses handicaps invisibles. Et ce qui est appréciable, c'est une génération qui n'a pas honte de ses handicaps et qui en parle justement pour démocratiser. Et c'était ça aussi qui était intéressant de t'inviter. Justement, je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Puis ça permet, comme Sandrine a dit, que d'autres personnes aient le courage d'en parler, parce que c'est pas toujours simple. Et que du coup, par exemple, sur le CFA Format Flow, ils puissent aller voir Céline et leur en parler. Ouais. Carrément. Parce que effectivement, alors la mise en place des référents handicap, et Céline va nous parler un peu de son périmètre et quel est son rôle au sein d'un CFA. Mais parce que Céline est très active sur le sujet, on fait des réunions entre formateurs, on a une plateforme où on a des suivis, etc. Mais et ce qui ressort majoritairement, c'est que parfois, avec toute la meilleure volonté qu'on peut avoir, et pour ceux qui m'ont pratiqué en cours, etc., vous savez que il y a vraiment tout ce qui peut améliorer l'apprentissage, je suis partie prenante, mais parfois, je n'en sais rien de ce que je dois faire. Et on ne sait pas, et parfois, l'apprenant aussi ne veut pas forcément parler, alors, soit parce qu'il n'en a pas conscience, ou parce qu'il ne veut pas en parler, ou il ne veut pas le dire, il ne veut pas parler des handicaps qu'il a, je vais y arriver. Et du coup, on ne sait pas trop, on veut en même temps s'adapter à l'apprenant, mais lui ne veut pas, donc ça reste une complexité aussi. Et d'où le rôle ultra essentiel du référent handicap dans l'établissement. Et moi, j'aimerais bien, Céline, que tu parles un peu de ton rôle. D'abord, ça a été obligatoire il n'y a pas très longtemps, en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et c'était souvent basé sur la base du volontariat ou de la sensibilité. Donc, du coup, toi, tu as ce rôle au sein de Format Flow. Et comment tu appréhendes ce rôle ? Quels sont tes domaines
de compétences ou en tout cas d'action. Ouais, ton champ d'action. Ton champ d'action par rapport à ça. Et je crois que ce rôle, il est essentiel. Alors, Céline, on t'écoute. Alors déjà, je partais un peu sur mon histoire parce que c'est vrai qu'avant d'être responsable de formation chez Formaflo et d'être responsable handicap, j'étais enseignante dans un établissement professionnel. Et très très tôt, dans cet établissement, on a accompagné des personnes, notamment qui avaient des troubles cognitifs, tels que les dyslexies, les troubles de l'attention, le TSA, donc du trouble spectre autistique. On passe par tous les troubles 10 et ainsi de suite. Et ça, c'est tout des handicaps dits invisibles? Ils font partie du handicap invisible quand notamment le TSA est très léger. Et on a tout de suite ces enfants, en résumé, qui étaient mis un peu à l'écart des cursus scolaires dès le collège parce que ils étaient insupportables en cours, parce qu'ils ne comprenaient pas aussi vite que les autres. Donc, l'air de rien, nous, on avait, sur nos 4e et 3e professionnels, on accueillait des jeunes qui étaient repoussés de certaines écoles, je peux dire le mot éducation nationale ou pas? Oui, donc repousser l'éducation nationale qui était un peu en marge, nous on accompagnait sur des cursus où on orientait plus vers le pro pour les redonner goût à l'école, pour pouvoir après qu'ils partent sur des CAP ou des bacs pro. Est-ce que je peux intervenir là aussi et encore une fois, le fait d'orienter vers le pro, est-ce que c'est pas aussi une forme de stigmatisation, même si quand on l'apprentissage en filière professionnelle, c'est un apprentissage qui s'adresse pas exclusivement aux personnes en situation de handicap, mais il y a des élèves qui s'épanouissent aussi dans ce mode d'apprentissage. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Après, il y a des personnes qui ont des handicaps type cognitif qui vont poursuivre sur des cursus en général. Mais voilà, mais il y a aussi beaucoup de gamins qui ont été cassés par le système, découragés parce qu'ils étaient face à des difficultés, pas forcément des familles accompagnantes. Pas forcément accompagnés par des professionnels. Donc le but, on s'est intéressé à ces personnes-là et on a rencontré des enseignants qui eux-mêmes ont touché du doigt ces différentes difficultés parce qu'elles étaient elles-mêmes concernées par leurs enfants. Et donc on a échangé, Donc très très tôt, on va dire, au début des années, 2010, un petit peu avant. Donc pour info, Céline est génération X. Oui, on a rencontré des personnes qui baignaient dans cet environnement. Donc, j'ai eu une sensibilisation très très rapide du handicap au travers de ces formations. Et puis on a commencé à accueillir des personnes qui avaient ces troubles cognitifs. Et puis, je les ai accompagnés. Après, moi-même, c'est vrai que dans ma vie, j'ai un de mes enfants qui, en résumé, c'est moi qui ai détecté son handicap cognitif. Et très, très tôt, dès la maternelle, et bien sûr, je l'ai accompagné, et je l'accompagne toujours, parce que c'est des personnes qui demandent d'être proches d'eux, de pouvoir les accompagner sur le point scolaire, leur remonter le moral, parce que c'est des personnes qui sont hyper dans l'affectif. Donc voilà. Donc finalement, je vais dire, j'ai changé aussi. J'avais aussi cette vision du handicap. Le handicap, c'est forcément visible. Alors, j'ai une définition très très restrictive pour faire réagir les personnes. Le handicap, c'est pas seulement un fauteuil roulant ni une canne blanche. Voilà. Il y a plein de handicaps et finalement, c'est au travers de mon métier d'enseignante et l'histoire de mon fils que je me suis ouverte aussi à ça et que j'ai été plus sensible à plein de choses, que ce soit les injustices de certains et ainsi de suite. Et j'avais cette fibre qui était là en moi et le but d'accompagner. Donc j'ai toujours aimé accompagner mes élèves, qui ou pas un handicap, mais il y avait encore plus de dire il faut faire des choses pour ces jeunes parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas les laisser souffrir parce que malheureusement ils entendent beaucoup de choses qui sont très blessantes. Donc voilà. Et quand je suis arrivée chez Formaflo,
Eh bien, c'est vrai que je venais pour un poste de responsable de formation, mais cette sensibilité, à l'air de rien, elle était là. Et Sabine et Jean-Marc, à l'époque, Sabine, parce que j'ai pris son poste, et donc Jean-Marc était aussi très sensibilisé au handicap. Et donc, ça est venu tout naturellement de me proposer aussi ce poste pour accompagner les différentes personnes de ce CFA, de cet organisme de formation. Et donc, du coup, moi, j'avais identifié, en préparant un peu l'épisode, ton périmètre d'action. Et tu vas me dire, et après, on va beaucoup t'écouter, Nadia. Mais d'abord, le rôle qui est ultra important, à mon sens, c'est repérer et identifier les types de handicap. Parce que derrière, ça demande un accompagnement personnalisé. Alors moi, avant d'être... c'est ce que moi, j'ai une autre vision, c'est que la priorité, c'est d'accompagner. Mais si tu les accompagnes, si tu n'as pas identifié, c'est compliqué. Dans le sens, avant même d'identifier. On a une apprenante qu'on a identifiée, parce qu'on a détecté des difficultés, et derrière, on a mis en place des choses pour diagnostiquer et bien identifier le handicap. La priorité, c'est que pour moi, je casse cette notion de handicap visible et invisible. Je prends le handicap comme une difficulté. D'accord. Et je souhaite vraiment que les apprenants partagent. En résumé, si on regarde tous, on est tous porteurs d'un handicap. Il y en a qui ont des allergies, il y en a qui ont des lunettes, et tout ça. Si j'enlève les lunettes et je casse les lunettes, je suis en difficulté, je ne peux plus voir. Donc je suis en situation de handicap. Et donc voilà, donc c'est vrai que je ne minimise pas, parce qu'à un moment donné, on peut avoir une allergie, et puis se retrouver dans un environnement, parce qu'il y a un peu trop de pollen dehors ou quoi que ce soit, et là on est vraiment en situation de handicap. Donc je préfère avant tout d'être informée, que la personne vienne me voir, même si on est sur quelque chose, un petit handicap, mais être informé. La première chose, c'est ça. C'est vraiment de me créer un échange avec la personne, et qu'elle n'ait pas honte de venir signifier qu'elle peut avoir, à un moment donné ou en permanence, des difficultés. Alors, pas des difficultés, on va dire, qu'on peut associer à un handicap. Et justement, quand la personne n'a pas conscience de son handicap invisible, comment vous faites pour le détecter ? Très souvent, la personne peut... Alors, c'est pour ça aussi, j'ai aussi de dire toujours à mes apprenants, ma porte est toujours ouverte. Venez me parler de tous les problèmes que vous pouvez avoir, que ce soit des problèmes en entreprise, des problèmes en formation, ou des problèmes plus personnels. Parce que c'est là aussi qu'on va arriver à détecter des petites choses. Et puis des fois, ces petites choses, derrière, ça nécessite un diagnostic, et puis ça permet derrière de mettre en place éventuellement des aménagements. Et ça, on va toucher du doigt aussi, et on abordera la partie aménagement juste après, parce que effectivement, ça c'est quand même super important. C'est pas le tout d'identifier et d'accompagner, c'est qu'il existe des dispositifs vraiment pour aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Merci. Ça, oui, alors merci. j'aime bien ton angle d'approche en disant identifions les difficultés et voyons ce qu'il y a derrière, parce que effectivement, et c'est vrai que c'est un travail très collaboratif avec ce que nous on identifie au quotidien avec les apprenants, et vous, mais dans cette école, le dialogue et la communication est plutôt très fluide, et effectivement il y a une vraie sensibilité à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. La communication au sein de l'équipe, elle est hyper importante, parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne suis pas tous les jours avec les apprenants, donc je ne détecte pas à l'instant T, je ne vois pas forcément les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, quand vous me signifiez tel ou tel problème, c'est vrai que cette communication, elle est importante. Et puis, dans l'autre sens, c'est vrai qu'après, il y a aussi un échange entre moi et vous. Parce que pour accompagner, moi, je vais accompagner, proposer des choses, éventuellement échanger avec vous sur les difficultés, mais derrière, il va falloir qu'on accompagne, qu'on aménage. Et on peut tester des choses qui ne vont pas être concluantes. Et par contre, vous allez tester un truc qui va fonctionner. Et ça, il faut le remonter pour que derrière, on puisse le repasser aussi aux autres formateurs. C'est vraiment un travail collaboratif.
Absolument. On ne peut pas travailler tout seul, on ne peut pas imposer, parce que ce qui peut marcher avec un ne marchera pas avec un autre sur le même trouble. Mais, et je veux dire, c'est aussi intéressant quand on est formateur, c'est qu'on va essayer des nouvelles pédagogies, des nouveaux exercices, utiliser de nouveaux outils, ce qui fait aussi avancer sa façon de former, mais ça permet aussi de tester des choses et de dire « Ah tiens, cet outil-là, il fonctionne. Voilà, là j'y arrive au travers de cet outil, donc je le partage et je le fais avancer, et je le donne, je transmets à tout le monde. » Totalement. Et Nadia, est-ce que tu as envie justement de parler de tes handicaps invisibles et de nous expliquer ce qu'on peut ne pas comprendre puisqu'ils sont invisibles et comment ils t'impactent dans ton quotidien? Alors déjà, j'aime bien le fait que tu parles du handicap comme une chose qui impacte, parce que certaines personnes, dont des proches à moi, ne comprennent pas que justement, un handicap, qu'il soit invisible ou non, est quelque chose qui impacte la vie de la personne. Donc comme je disais avant, j'ai plusieurs handicaps, dont 3 qui le sont vraiment parce qu'ils impactent réellement ma vie. Donc je suis atteinte d'asthme, je suis atteinte de migraine ophtalmique et j'ai le syndrome de l'intestin irritable. L'asthme, je le compte dedans parce que ça impacte ma vie, mais certaines personnes rigolent autour de moi quand j'en parle parce qu'ils voient ça comme t'es asthmatique, tu prends la Ventoline et puis voilà. Sauf que quand je marche trop longtemps, j'ai du mal à respirer. Quand il fait trop froid, j'ai du mal à respirer. Quand je monte 10 ou même 20 escaliers, je commence à avoir du mal à respirer. Je fais aussi des crises d'asthme quand je dors, alors que je ne bouge pas, je ne fais rien. Les migraines ophtalmiques, c'est donc des grosses migraines avec aura. Donc, à cause de certains facteurs, et des fois malheureusement il n'y en a pas, il y a des points noirs qui apparaissent, comme une télévision qui grésille, etc. Et en fait, je finis par devenir aveugle, tout simplement. Donc, impossible de conduire, impossible de se concentrer parce que tu as mal à la tête. Et puis, il y a le fait aussi que, vu que tu vois pas, ton corps n'est pas habitué, donc tu commences à avoir des nausées, etc. Et le syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé les S2I, sont en fait un problème au niveau de l'intestin qui ralentit le processus et à cause de certains aliments, le processus est encore plus ralenti, ce qui me crée d'énormes douleurs au ventre. Et il y a des fois, ça m'est arrivé très récemment, où je fais des malaises et je peux pas me retrouver seule dans cet état-là. J'ai jamais eu besoin que les pompiers viennent. Le souci, c'est que je suis quelqu'un qui supporte pas du tout la douleur, donc je tombe facilement dans les pommes quand j'ai une extrême douleur. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de faire des malaises. Et du coup, soit par exemple là, j'ai récemment eu mon appartement, donc je suis toute seule. J'ai eu une crise et en fait, je me suis réveillée toute seule. Mais tu sais qu'il existe des petits blagues à part. Il existe des colliers en général qu'on met aux personnes d'un certain âge et justement, ça te permet d'appuyer pour appeler. Ah, je savais pas du tout. Oui. Si. Et du coup, ça appelle les pompiers? Ouais, c'est ça. Enfin, des gens qui peuvent venir t'aider. Oui, Ouais. Ah, ok, je savais pas du tout. Donc c'est peut-être intéressant pour toi. Peut-être du coup. Mais justement, le fait de vivre seul est aussi impactant que le handicap, étant donné que je ne peux pas vivre seul en ayant cela. Parce que imaginons que je perde la vue, je suis coincé à la maison, il faut que je trouve un moyen d'aller jusqu'à la cuisine pour me faire à manger, il faut que je trouve un moyen de conduire ou d'aller au travail ou autre, et au final c'est impossible. Pareil pour dans ton quotidien. Et pour le moment, vu que là je viens de récemment avoir mon appartement, j'ai toujours vécu avec mes parents. Donc par exemple au travail, quand il m'arrivait d'avoir des crises, c'est ma mère qui venait me chercher, et du coup je rentrais à la maison. Il y a des fois où la migraine, elle peut durer entre 1 heure et 4 heures, et puis des fois où elle peut durer jusqu'à 3 ou 4 jours. Tout dépend de ce qui se passe, en fait. Au niveau des aides, vu que je suis toute seule, j'en ai pas forcément, donc je fais avec. Si je sens que j'ai une migraine, j'appelle directement ma mère pour le prévenir au cas où il y a un problème. Pareil pour le syndrome de l'intestin irritable, et pareil pour l'asthme d'ailleurs, parce que j'ai toujours une Ventoline avec moi. Mais il se peut qu'un jour, j'en ai plus, et puis il m'arrive un truc, et au moins je sais que ma famille est là pour m'aider. Là, pour le moment, je suis toute seule, donc je fais avec, on va dire. J'essaye de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas déclencher une crise de migraine ou quoi, même si, comme je l'ai dit juste avant, il y a des fois où elles viennent même s'il n'y a pas de facteur. Mais du coup, voilà, j'essaye de faire avec, je vis avec. Et moi, ton témoignage, il est important et essentiel, effectivement, l'impact dans ton quotidien. Donc ça, c'est ton quotidien au travail, etc. Et à l'école. À l'école, c'est la même chose. Là, en plus, je suis en community manager, donc on est beaucoup, et même ma génération de maintenant, on est beaucoup sur les PC, etc. Donc forcément, les migraines ophtalmiques, ça aide pas énormément. Mais, par exemple, en BTS, quand je suis arrivée, j'en ai directement parlé avec Céline. J'ai jamais eu de
problème avec le fait de parler de mes handicaps. Au contraire, je sais que je peux être aidée par la suite, donc encore heureux, c'est tant mieux. Et j'en ai directement parlé avec Céline et elle m'a dit s'il y a besoin de dévisser une ampoule ou d'éteindre la lumière pour tes migraines, il n'y a pas de souci, on le fera. Et du coup, voilà. J'ai toujours eu un accompagnement, que ce soit par Céline ou même au travail. Ils sont tous au courant aussi. Ma famille étant aussi du coup des personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou visibles ou invisibles, ils ont toujours su aussi comment agir entre guillemets. Donc voilà. Je trouve toujours des solutions. J'ai des lunettes de soleil au cas où je suis à l'extérieur. Au CFA, on peut justement éteindre les lumières, etc. Je peux me mettre dans une salle où il n'y a pas trop de lumière ou dans un coin ou quoi. Tu es même autorisé à porter des lunettes de soleil en cours oui. si tu veux. Oui. Voilà. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément une pièce trop sombre. Voilà, donc on a essayé de réfléchir à des stratégies pour se couper de la lumière le plus possible pour que tu puisses tenir et puis suivre ta formation comme on peut. Oui. Je ne savais pas à quel point ça pouvait impacter et à quel point il y a des choses dans ce que tu dis qui résonnent en disant mais du coup j'étais peut-être aussi en situation de handicap invisible, mais c'était un truc que tu gardais pour toi et voilà quoi, je veux dire, parce que tu l'avais même pas identifié toi-même. Et le fait que tu en parles, parce que souvent, moi, je me sens vraiment désarmée et à quel point et frustrée de ne pas pouvoir accompagner comme je pourrais accompagner parce que déjà, je ne sais pas quoi faire. Et donc, c'est la personne qui est en situation de handicap qui doit le verbaliser. Parce que, et là, effectivement, pour faire de l'inclusion, vous êtes obligé de faire de l'intégration, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et souvent, moi, je me sens... mais moi, je suis en situation de handicap invisible. Mais oui, mais lequel et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et là, donc, du coup, c'est deux parties où... alors, c'est tout un collectif. Quand je dis deux parties, c'est tout un collectif. Si les personnes en situation de handicap ne le verbalisent pas, si on n'échange pas avec la référence handicap, si on n'échange pas entre pairs, entre formateurs en disant « écoute, teste ça, parce que ça a marché » ou etc., etc., on est désarmé. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que référente handicap, si la personne ne veut pas dire ce qu'elle a, on n'a pas d'obligation de le savoir. Et comment on fait là? Et là, c'est mission impossible. Attendez, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Bon, pas longtemps à mon avis. C'est la mission impossible pour accompagner. À partir du moment où la personne n'exprime pas clairement quelles sont ses difficultés, c'est extrêmement compliqué. Donc, à un moment, on parlait il faut que la personne fasse la démarche de venir échanger, d'exprimer ses difficultés. C'est le premier pas pour construire quelque chose et avancer. Et l'accompagner. Et là, par contre, là, c'est super important et je voudrais que tu détailles vraiment l'accompagnement. Donc, il y a l'accompagnement au quotidien avec les formateurs, les techniques, la patience, la bienveillance, tout ce que tu veux. Mais il y a aussi de véritables accompagnements dans le cadre des examens. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça, si on est reconnu la procédure de la personne par rapport... Ça s'appelle RQ... À la RQTH, pas obligatoirement pour avoir des aménagements d'examen. Tu vois. En résumé, il faut que la personne soit diagnostiquée et un dossier médical suffisant pour qu'on complète. Alors, je dis on, mais en théorie, c'est la personne en situation de handicap qui doit faire la demande à l'Éducation nationale pour ceux qui passent des diplômes type BTS, qui doit faire la demande d'aménagement d'examen. Comme j'aime pas laisser mes petits jeunes sans tout seuls comme ça, parce que c'est comme un gros dossier à compléter, je le fais toujours avec eux, mais éventuellement avec les parents.
C'est-à-dire que je réunis tout le monde autour de la table et on le fait tous ensemble. Et je demande aux parents d'apporter le maximum de preuves de cette situation de handicap, c'est-à-dire les tests et tout ce qu'ils ont amassé. Parce que l'air de rien, dans ce dossier, qui est aussi, donc il y a une partie qui doit être complétée par le médecin de famille ou le médecin le spécialiste qui suit la personne en situation de handicap. Mais derrière, après, ce dossier, il est visé par un médecin scolaire. Et c'est lui qui va valider ou pas les demandes faites d'aménagement. Où se trouve ce dossier ? Le dossier, il est en ligne sur le site, sur chaque site d'académie, et on peut le trouver en ligne. Et quand on est, donc ça c'est sur des diplômes qui sont éducation nationale, académie, etc., pour des titres professionnels, pour des personnes en reconversion, c'est le même dispositif ? Pas du tout, parce que là on n'est pas sur un diplôme, et là c'est beaucoup plus complexe. Voilà, donc après, on n'a pas forcément de dossier à compléter. Ça dépend. Comment ils font alors ? On met en place des aménagements. Ok. À notre niveau ? Oui, mais est-ce qu'il y a un tiers-temps, etc. Enfin, on gère comme on veut alors ? Ouais. Ça dépend. Okay. Ça dépend du certificateur, ça dépend de plein de choses. D'accord. Donc, c'est encore pas... c'est plutôt très clair et très bien organisé pour les diplômes d'éducation nationale. Oui, et encore, parce que l'air de rien, par exemple, la demande d'aménagement d'examen doit être faite au moment de l'inscription à l'examen. Donc, quand on sait que les demandes les inscriptions aux examens sont faites au mois d'octobre, donc début deuxième année, par exemple pour les BTS, des fois, le temps de trouver un rendez-vous chez un spécialiste, qu'on soit diagnostiqué, on n'a pas forcément le retour immédiatement. Donc, et on a eu le cas donc, avec une de nos apprenantes où elle a eu le retour du spécialiste qui avait bien diagnostiqué donc, un handicap, sur un handicap cognitif. L'air de rien, on a su ça au mois de janvier. Et en théorie, on a fait le dossier de demande d'aménagement, et je vais être honnête en me disant, il ne sera jamais accepté par l'Éducation nationale, puisqu'on est en dehors de la période de demande. Ma foi, c'est passé. On a appuyé, j'ai appelé le rectorat, on a appuyé le dossier, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, c'est passé. Mais c'est une chance. Et donc, du coup, c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment échanger et dire de quoi on souffre, même si ça ne se voit pas, pour donc la référente handicap qui a vraiment, elle, la connaissance de tout le panel des dispositifs qu'on peut mettre, mais des dispositifs dits officiels. Après, nous, il y a un ADN particulier chez Formaflo d'accompagner vraiment les personnes en situation de handicap en testant des méthodes pédagogiques, en s'adaptant, en changeant, en parlant. Mais il y a quand même plein de dispositifs qui existent. Et en fonction de chaque situation, la référente handicap, il faut y aller. Moi, je sais que Nadia, tu as pris quelques chiffres sur le handicap invisible et j'aimerais bien que tu partages ça. Alors déjà, il faut savoir que les migraines, qu'elles soient chroniques ou non, donc des migraines chroniques sont les ophtalmiques, celles avec aura. C'est 1 personne sur 7 dans le monde qui vit avec la migraine. C'est 1 femme sur 5 et c'est 1 homme sur 16. Il y a environ 2 à 3% donc de la population mondiale qui souffrent de migraine, qu'elles soient chroniques ou pas. La migraine, c'est la 2e cause de handicap dans le monde. Et il faut en moyenne 6 à 7 ans pour obtenir un diagnostic correct. Moi, par exemple, j'ai des migraines depuis presque 10 ans et j'ai été diagnostiquée il y a seulement 4 ans. Donc il y a des fois où, au tout début, je perdais la vue sans savoir pourquoi, ou alors je perdais un œil et du coup, je voyais plus, par exemple, ma mère qui était à gauche. Et sans savoir pourquoi, on avait beau aller voir des médecins et au final, ils ne trouvaient pas. Et malheureusement... malgré le fait que la migraine soit la 2e cause dans le monde d'handicap, elle reste la moins financée en recherche plutôt que d'autres maladies neurologiques, malheureusement. Voilà. Petite chose, il faut savoir que le handicap invisible, ça représente 80% de tous les handicaps. Donc c'est énorme.
Voilà. Donc c'est plus de 10 millions de personnes en France, le handicap invisible. Donc c'est pas si anodin que ça. Et en résumé, voilà, dans le handicap invisible, on peut mettre en place des problèmes de vue, tous les types de handicap, mais surtout les maladies invalidantes, le cholestérol, le diabète, les personnes qui sont en rémission de cancer, les allergies, tout ça, ça fait partie du handicap invisible. Le cholestérol, voilà, tout ça, la tension, tout ça, parce que ça augmente certains facteurs. Donc, et Nadia en a très très bien parlé. Aujourd'hui, l'asthme, même si aujourd'hui elle ne fait pas de crise d'asthme, il y a des facteurs qui peuvent déclencher ces crises d'asthme. Donc elle sait qu'elle doit faire attention. Donc c'est vrai que comme ça, quand on voit Nadia, si elle ne nous en parle pas, on ne le voit pas. Mais l'air de rien, moi je vais dire, on est tous un peu touchés par un handicap invisible. Et là, ça me fait réfléchir. Alors, hormis des situations de handicap qui freinent l'apprentissage, etc., ça ne veut pas dire que les migraines ne freinent pas l'apprentissage, mais en tout cas, ça reste assez ponctuel et invalidant, certes. Est-ce que, à un moment donné, parce qu'on parle beaucoup du handicap invisible ou pas, on parle beaucoup, on a mis en place dans les écoles, les CFA, des référents handicap, et c'est tout à fait récent. Ça fait quoi ? Ça fait même pas 10 ans, donc c'est tout nouveau. Est-ce que on n'était pas tous effectivement un peu dans des handicaps invisibles, mais que la bienveillance, que l'intérêt, l'attention qu'on portait à l'autre ne faisait pas en sorte qu'on gérait sans forcément lui donner un nom. Et aujourd'hui, est-ce que... Alors, je me fais l'avocat du diable. Vous avez le droit de hurler, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vouloir recréer des cases pour se donner... Enfin, pour dire, bon, on l'a pris en compte, mais en face, maintenant, on sait que tu existes, mais en face, on fait pas plus que... Ou on fait peut-être encore moins que quand on l'avait pas identifié. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ou pas du tout ? Non. Moyen. Non. Moyen. Ce que je veux Est-ce dire, qu'ils se c'est cachent que... derrière leur handicap ? Non, c'est pas se cacher. C'est qu'avant, on arrivait à gérer, puisque ça date pas de maintenant, Alors moi, je suis qu'on a pas tous... d'accord. Avant, on arrivait à le gérer. Si je prends des personnes, des enfants, avant, on les classait. On les classait en disant, Oui. lui, il a des difficultés, donc on le met à part. Moi, j'ai un exemple de trouble cognitif, et cet exemple m'a marqué à vie. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça m'a heurté, mais franchement, vraiment heurté cette réflexion. C'était un jeune en 3e, il avait 14 ans. Premier jour où je l'ai rencontré, j'étais prof de physique-chimie avec lui. Et j'avais pour habitude de me présenter. Et puis je demandais à chaque apprenant de se présenter et d'expliquer un peu son parcours. Et ce jeune... Bon, j'ai oublié son prénom, mais voilà, m'a dit, bonjour, moi je m'appelle un tel et je vous déteste. Oh. Et là, j'ai dit, mais comment tu peux dire ça ? C'est la première fois qu'on se voit, tu viens d'arriver dans l'établissement, comment tu peux dire que tu me détestes ? On ne se connaît pas. Il m'a dit, non, mais vous faites partie d'une race de personnes que je hais. J'ai mis race, les profs. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Explique-moi, moi je comprends pas. Et donc ce jeune me dit, parce que j'ai une prof, donc il était dyslexique, dysorthographique, il avait des troubles de l'attention. Et cette prof qu'il a eue donc dans son établissement avant de venir dans notre établissement, lui avait dit, de toute façon, toi, je ne sais pas ce que tu fais sur Terre, tu n'as pas lieu d'exister. Donc, comme tu ne m'intéresses pas, ta place, ça sera au fond de la classe et à mes yeux, tu n'existeras pas de l'année. Alors moi, je suis d'accord, il y a des cinglés partout. Mais dans la majorité des cas, on n'est pas tous des cinglés. Malheureusement, quand on est face à des difficultés, la compréhension des personnes face aux difficultés sont très compliquées. Tu sais, c'est l'effet de groupe de l'être humain. Tu vas vers des gens que tu comprends et tu rejettes
ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne captes pas, quoi. Ce qui ne correspond pas à ta norme. Oui, c'est ça. Et on a un exemple à côté. Nadia. Voilà. Elle a été rejetée ? Tout le temps. Alors, moi, je vais prendre un exemple, et là, je vais taire les noms parce que voilà. Mais Nadia, quand elle était en entreprise, il y a des fois, ses migraines posaient problème. Et derrière, il n'y avait pas de compréhension sur l'instant. Parce que oui, elle abuse, elle en ajoute de trop et tout ça. Et donc, mon rôle, même en entreprise, où j'ai mis aussi ma casquette de référente handicap, en disant, mais attention, voilà, de dire, faut prendre en compte. Elle n'en fait pas exprès. Moi, je peux vous le dire, au CFA, elle n'abuse pas de son handicap, pas du tout. Malheureusement, quand ça lui arrive, ça la pénalise pour conduire, ça la pénalise parce que, bien sûr, des fois, c'était, j'appelle, je ne peux pas venir parce que je ne vois pas. Mais c'était du style, quand j'ai mal à la tête, je prends un cachet. Et une migraine ophtalmique, c'est pas juste une petite migraine. Il y a autre chose qui se cache derrière. Et voilà, il y a des symptômes autres. Et ça, des fois, on n'a pas forcément la compréhension des personnes. Est-ce que l'entreprise était au courant, justement, dès le départ de tes handicaps invisibles ? Oui, et je fais en sorte de le dire à chaque entretien d'embauche, parce que malheureusement, avant d'arriver au CFA, avant de reprendre mes études, j'ai eu des entretiens d'embauche où, justement, on m'a dit non, parce que j'avais certains handicaps. Et je pense que le fait que les gens, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais le fait que les gens rejettent ou mettent de côté, etc., c'est aussi parce qu'ils comprennent pas ce qu'on vive, et c'est justement, ce qu'on vit, pardon, et c'est exactement pour ça qu'il faut en parler. Parce que moi, par exemple, c'est un peu comme l'asthme, tu prends ta Ventoline, c'est ok. C'est un peu pareil pour la migraine. Une migraine, tu prends un Doliprane, tu bois de l'eau et c'est bon. Sauf qu'une migraine qui est chronique et ophtalmique, l'eau, ça suffit pas, le Doliprane, ça suffit pas, et malheureusement, même les médicaments qu'on me donne à moi me suffisent pas. Et c'est pour ça que je perds la vue, etc. La méconnaissance fait peur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à casser ça. Le fait aujourd'hui qu'il y ait des référents handicap, ça permet aussi de sensibiliser les équipes pour qu'ils aient moins peur. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, on a peur. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ici, chez Formaflow, on a fait des séances de formation. Je me souviens d'une soirée, voilà, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a eu plein de propositions. C'était vraiment très, très riche. J'essaye aussi, au travers des titres FPA, qu'ils sensibilisent les apprenants au handicap pour qu'ils se sautent cette peur qu'on a du handicap. Et voilà. Et ça, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est très, très bien parce que je sais que tu interviens sur les titres FPA et justement, alors le titre FPA pour les auditeurs, c'est le titre de formateur pour adultes. Et donc, ils ont toujours un projet pédagogique dans chaque session ils doivent présenter et animer une session de formation sur le handicap et tu leur fais faire auprès des apprenants et des classes et ça résonne toujours mais tellement bien et du coup moi j'ai pu en profiter aussi parce qu'ils se sont entraînés avec moi sur ce sujet-là et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il faut en parler. Et tu vois, moi, j'avais encore je pense qu'on a tous des préjugés. Et puis moi, j'assume ma génération. Comme j'ai pas souffert d'une forme de rejet, donc je ne sais pas ce que ça peut faire. Et en tout cas, moi, je m'imagine pas un jour, et peut-être que je ferai la bêtise de rejeter par méconnaissance quelque chose et parce que je sais pas ou parce que alors peur non on a un sujet à traiter parce que moi même pas peur mais voilà. T'as ta réponse. Ouais, non, même pas peur. Après il y a aussi on reste des êtres humains et les personnes avec des handicaps invisibles et nous qui accompagnons et peut-être qu'on doit faire des erreurs mais il faut le dire. Je voulais le dire parce que j'avais envie de le dire mais j'ai jamais eu de rancœur entre guillemets envers les personnes qui m'ont rejeté parce que forcément quand tu sais pas quelque chose, quand tu connais pas, quand tu sais à peine ce que ça veut dire migraine, du coup tu sais pas trop. Quand j'étais petite par exemple, j'étais asthmatique enfin j'ai toujours été asthmatique et je faisais beaucoup de crises le jeudi particulièrement parce qu'on avait sport et
un prof me voyait comme l'enfant qui a pas envie de faire du sport, donc je vais la mettre de côté et puis on n'en parle plus. Et il y a des fois où malheureusement ce prof ne me mettait pas de côté et me forçait à faire le sport, et du coup je passais des jours et des jours à l'hôpital, mais j'ai jamais eu de soucis envers les gens qui me rejetaient, parce que c'est ok, vous connaissez pas, vous rejetez parce que vous avez peur aussi de l'inconnu, et puis la différence fait peur, et du coup forcément au fur et à mesure du temps, en grandissant, tu te rends compte, tiens, j'aurais peut-être pu agir différemment avec cette personne-là, parce que elle sait pas ce que je vis. Et puis c'est un peu pareil pour nous, il y a des fois on rejette les gens qui veulent nous aider parce que ils savent pas ce qu'on vit. Et puis sur le coup j'ai mal, ou j'arrive pas à supporter la douleur, donc je deviens en colère ou quoi. Et en fait c'est un peu donnant-donnant, ils me rejettent parce qu'ils comprennent pas, et moi je les rejette parfois parce que justement ils comprennent pas ce que je vis. Mais c'est justement en parlant que les langues se délient, et du coup les gens viennent à parler beaucoup plus facilement de leur handicap, qu'il soit visible ou non. Et je trouve que c'est une bonne chose justement d'en parler, que ce soit de formateur à élève, ou juste d'élève à élève. Parce que du coup en MCO, tout le monde savait que j'avais des migraines. Et même maintenant en TP Community Manager, il y a des fois où Juliette, par exemple, veut allumer la lumière et me dit par exemple « Attention Nadia, ou est-ce que t'es ok si j'allume un côté et pas l'autre, etc. » Et c'était pareil en MCO. Mais en même temps, souvent... on a l'instinct. Moi, j'arrivais et on a travaillé 2 ans ensemble quand même. Et du coup, moi, j'arrivais et tu me disais, hop là, pardon. Donc, du coup, c'était fluide. Donc, encore une fois, moi, je trouve que il faut expliquer. Et alors là, vous allez rire. Hein. Il faut donc verbaliser. Et pourquoi on rigole? Parce que c'est mon mot, ça fait partie de ma liste. Non, alors c'est peut-être pas ici, c'est peut-être pas avec vous. Ça fait partie de ma liste. Quand si les tu gens le dis, mais je dis, il faut verbaliser, gentiment, mais verbaliser. Verbaliser. Après, Nadia, elle peut verbaliser parce que elle n'est pas dans le déni de son handicap. Exactement. Ça, c'est super et important. c'est vrai que ça, c'est une super chose, parce que moi, je le vois avec des groupes, quand la personne n'a pas honte de dire, alors on n'est pas obligé de tout dire, mais dire à son groupe classe, je rencontre des difficultés, j'ai tel handicap, et ainsi de suite, l'air de rien, le groupe, s'il comprend, on lui explique ce que c'est, il va aider, il va tendre la main. Si malheureusement la personne n'ose pas en parler, c'est là, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que la personne, elle va des fois se confronter à des personnes qui réticentes ou qui ne vont pas vouloir aider. Pourquoi? Voilà, parce qu'elles ne savent pas. Et c'est vrai que le fait d'en parler, généralement, ça débloque plein de choses. Et ça évite aussi l'isolement de la personne qui a un handicap. Voilà. Parce que l'air de rien, on ne pense pas à ça, c'est l'isolement qu'on peut subir. Comme on ne voit pas l'handicap, et que j'ai mal à la tête, on laisse les lumières allumées, parce que voilà, finalement la personne, elle va finir s'isoler, se mettre dans le noir, elle va se mettre dans sa bulle et se protéger. Ouais. Et voilà, et c'est indispensable d'en parler au groupe, même si on ne dit pas tout. Parce que c'est vrai qu'il y a certains handicaps qui sont plus durs à révéler que d'autres. Mais au moins dire, voilà, moi j'ai un souci de ça. Pas forcément mettre des mots sur j'ai un souci de ça, je suis sensible à la lumière et tout ça. Et bien après, les gens vont faire attention. Moi, ce que je trouve intéressant, juste avant la suite, c'est qu'il y a quand même une ouverture d'esprit, et dans le sens où maintenant les gens écoutent, qu'à votre époque, effectivement, Sandrine et Céline, c'était tabou. À la mienne, c'était moyennement tabou, mais tabou quand même. Je ne sais pas si on pouvait, nous, dans notre génération, appeler ça tabou. On avait des mots. Dans notre génération, on parlait d'handicapés. Oui, c'était violent. L'handicapé, c'est-à-dire, c'est une classe à part de personnes. Et c'était visible. Voilà, et c'était visible. Et malheureusement, voilà, c'est vrai qu'au fil du temps, et il y a des lois qui viennent appuyer là-dessus, aujourd'hui, on ne parle plus d'handicapés, on parle de personnes en situation de handicap. Et le fait de dire personne, en résumé, il n'y a pas de classe. Voilà, tout le monde on est tous des personnes, et on met la PSH avec les autres. Voilà. Et ça, je trouve, moi, je ne supporte plus ce mot handicapé. Quand on me dit « Ah, les handicapés », ça me révolte. Non, c'est les PSH. Voilà. Parce que pour moi, voilà...
Oui, parce que c'est une situation, que c'est peut-être temporaire, etc. ou pas, mais je trouve que je trouve que sur la génération Z, c'est un des côtés que j'apprécie de cette génération, c'est cette ouverture d'esprit, même si il y a un recul sur d'autres points que je n'aborderai pas dans cette émission, dans cette émission carrément, et qui du coup me chagrine fortement. Mais en tout cas, de ce côté-là, vous avez vraiment, vous acceptez les autres comme ils sont. Des différences. Voilà. Mais c'est parce que justement, les gens, Mais comme parce je le qu'on est disais, tous ils différents. sont. Oui. Mais justement, c'est comme le fait de se mettre dans une case. Moi, ça me dérange pas. En soi, on est tous différents les uns des autres. Et justement, le fait que. Je pense que le fait que la Gen Z se parle plus et s'ouvre un peu plus, ça fait que plus tard, les prochaines générations, elles seront beaucoup plus ouvertes sur ça. Et j'espère en tout cas qu'elles le seront. Et qu'elles pourront parler de leur handicap ouvertement et assumer que oui, on est des personnes en situation de handicap, mais ça ne change pas qu'on est tous des humains. Je peux faire tel métier que je le sois ou non. Mais en fait, j'aime bien la génération de maintenant parce que du coup, j'ai jamais eu de soucis en soi à parler de mes handicaps avec des personnes de mon âge. À chaque fois que j'ai eu un souci, c'était avec un prof de sport qui n'était pas dans ma génération, avec mes parents ou avec des gens qui étaient plus âgés que moi et qui se disaient pareil, t'es asthmatique, tu prends ta Ventoline, t'as une migraine, tu prends un Doliprane, t'as mal au ventre, va aux toilettes et puis ça va passer, et puis des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais parce que ce que je dis aussi, c'est que on est sensibilisé parce que quand on est soi-même touché par le handicap, Ouais. on a une ouverture d'esprit qui est différente. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à ça, on ne peut pas comprendre. Ouais. Mais c'est justement encore une fois c'est dur de comprendre, on va dire. C'est encore une fois la différence qui fait que certains ont peur et tout ça. On va vous poser une ou deux questions. Est-ce que tu veux poser la question? Oui, une chose qui vous a vraiment aidé ou qui aide vraiment dans votre quotidien et dans vos fonctions, entre guillemets, respectives. Une chose qui m'a aidé du coup pour la migraine par exemple. Pour un de tes handicaps ou tous tes handicaps. Je crois que c'est ma sœur. Elle m'a fait un cadeau. Ma sœur en tant que telle, parce que du coup c'est mon identique, c'est vraiment la même personne. On est toutes les deux pareilles, mais elle m'a offert un cadeau à Noël où elle m'a offert un bonnet de froid pour du coup les migraines. Et je mets le bonnet, donc déjà ça me couvre l'entièreté de la tête, donc les yeux sont fermés, je vois tout noir complet, il n'y a pas de souci. Et en plus le froid aide pour les migraines, et je crois que c'est la chose qui m'a le plus aidé, en tout cas pour les migraines, parce que c'est, je pense, l'une des plus grosses douleurs que j'ai pu ressentir, en tout cas moi personnellement. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que maintenant je l'ai. Et ça rassure aussi, parce qu'avant je l'avais pas, donc je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais faire, je savais pas trop comment faire passer un peu la douleur, et c'est ce cadeau-là qui m'a aidé. Voilà. Et moi, je trouve ça trop choupinou parce que, en Grave. plus, ça te soulage, mais en plus, ta sœur, en te l'offrant, elle a accepté que ça te fasse souffrir. Et donc ça, c'est parce que tu aurais pu te l'acheter toi, hein. Et c'est elle qui te l'a offert. C'est Peut-être que trop c'est même beau. elle qui a fait les recherches pour trouver quelque chose. Elle En a fait c'est la ça. recherche. Je Voilà, lui ai pas tu du vois. tout envoyé. Est-ce que Tu savais que ça t'imagines existait ou Non, pas du tout. Voilà, donc c'est encore mieux. C'est Oh là Lara là, qui m'a acheté Lara. et qui a fait les recherches et Moi, tout. je dis Blase. Lara. Bravo, t'es la meilleure T'es une queen. sœur du monde. Voilà. Allez, encore une question. Alors, à toutes les deux, hein. Un message pour quelqu'un qui s'écoute ce soir et qui se reconnaît dans ce qu'on vient de dire. Si c'est un apprenant de format flow, Peu venez importe. échanger avec moi. Voilà, c'est bien ça. Ah Ma oui. porte est toujours ouverte. Ouais. N'hésitez pas, parlez. Et si vous n'osez pas aller parler à Céline ou à Jean-Marc, parlez-nous, parlez aux formateurs que vous voyez tous les jours. Parlez. Surtout que ça libère. Donc libérez-vous. Voilà, c'est ce que je dis. Libérez-vous. Bon, c'est super. Il y a un panneau qui a été mis il y a pas longtemps, une affiche que j'ai vue tout à l'heure où c'est écrit libérer la parole. Enfin, il y a un slogan qui a été repris. En parler, c'est déjà, je sais plus c'est quoi, mais Mais bref. c'est vrai que c'est franchir le pas, ça permet d'avancer, ça permet de se libérer et ça permet d'accepter aussi ce qu'on est. Et donc d'avancer. Et en d'avancer. plus. Ouais. Voilà. C'est des Tant étapes. qu'une, tant qu'une personne est dans le déni, elle ne peut pas avancer, on ne peut pas l'aider correctement. Donc l'acceptation, c'est déjà une priorité pour aller vers l'avant. Je pense que justement parler, c'est le premier pas pour accepter qui on est finalement et ne pas rester dans le déni justement de nos handicaps. Et ça fait votre différence et c'est ça qui est sympa, moi, je trouve.
On est tous différents à notre manière. Exactement. Oh oui, bah oui. C'est un super pouvoir. Il y avait un dessin animé comme ça. Attends, ça me fait tilt. Il y avait un dessin animé quand j'étais petite où justement c'était des animaux qui représentaient des enfants. Les mini-justiciers. Et en gros, il y en a un, il avait des grandes oreilles et dans une journée, il se transformait en... C'est pas notre génération, c'est pour ça. Non mais écoute, Donc c'est... vous nous voyez pas, mais Céline et moi, on est là, on se regarde avec Non, mais des attends. gros yeux. Oui, mais c'est hyper cohérent. C'est du coup pour montrer que les différences, on s'en fout et que ça peut être ton super pouvoir. Et pendant une journée, il se transformait en le cheval qui avait de grandes oreilles et du coup qui entendait tout et qui pouvait faire plein de choses. C'était une classe dans une Oui. école qui faisait ça, du coup. C'était une classe d'animaux différents et tous les jours, Tu c'était vois, je un me réveille nouveau, à la fin du podcast. Moi. Donc, votre handicap visible, C'est une force. invisible, c'est une force. Et venez nous partager votre force. Ah ouais. Mais Oui, il y oui. a certains handicaps qui sont des forces, il ne faut pas les oublier. Oui. Tout à fait. Les HPI, c'est une force. Alors moi, juste, je voudrais clôturer le sujet par rapport à mon expérience maintenant de quelques années comme formatrice. Souvent, les personnes qui sont dites 10, dyslexie, etc., j'ai remarqué sur ces jeunes qu'ils avaient une capacité à compenser et une forme de créativité que forcément la majorité n'avait pas. Donc Les je tenais à le les dire, dyslexiques voilà. sont de grands créatifs. Ils Eh ont ben, des tu vois, capacités j'ai remarqué. de création énormes. Et c'est vrai que, notamment, on a des personnes très, très connues. Donc, on a parlé... Moi ? Non, je déconne, je suis pas 10 en plus. dont les Tu sais pas. dont les FPA nous ont parlé, Oui, qui oui, sont ouais. très, très connus. Squeezie. Non, Oui, soprano. Non. C'était ça dans Oui, leur c'était- dans leur presse. Dépressif. Qui C'était le fameux acteur, j'ai mangé son nom, qui met à profit sa créativité pour construire des scénarios. Et par contre, comme il a du mal à écrire, eh bien, il Ah, a le une gars chauve. Oui. Franck. Franck, oui. Ah mince. Bon, vous avez compris. L'acteur, il avait une chemise blanche dans la vidéo. Ouais, On mais avait- ça va pas aider les Ah, gens pardon. qui Et écoutent. voilà, C'est et vrai. c'est vrai que voilà et moi je l'ai constaté par rapport aux 10 que j'ai suivis, ils sont Oui. capables de faire de très bons manuels et ils sont très très créatifs, très bons en dessin et tout ça. Et moi, je l'ai constaté avec les étudiants que j'accompagne depuis quelques Et années ils ont une maintenant. qualité autre, ils sont hyper persévérants. Voilà. Gastambide. Ouais, voilà. Gastambide. Voilà. Donc voilà, non, ils ont plein d'autres qualités, donc voilà. Après, ils apprennent différemment. Exactement. Eh ben, on pourrait en parler des heures, Mm. mais les heures tournent Oui. et on va devoir arrêter. C'est fini. Non, Donc, en pour tout cas, dire c'est fini. Non, ouais, c'était génial. Merci. C'est chouette que vous preniez la parole parce que justement, c'est en démocratisant tous ces sujets qu'on fera avancer les choses. Donc, je trouve que ta transparence, ton authenticité, ta sérénité quand tu parles de tes handicaps, eh ben, rassure. Donc, faites comme Nadia. Nadia, elle traîne dans les couloirs à l'école. Je traîne partout, traînes. je suis Elle- partout. Elle traîne Traîne partout. dans les couloirs. Et Céline est toujours fidèle à son poste. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Verrouillé sur sa chaise. Non. Scotché sur sa chaise. Non, parce que Céline bouge aussi pas mal. Donc merci. Merci à toutes les deux, vraiment, à ouais. toutes Merci les à deux, vous. c'était chouette. À très vite. Oui, À très vite. Bonne soirée.